Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous revoir pour cette... Voilà, peut-être que j'étais trop près, je ne sais pas. Donc, ce soir, le format sera un petit peu différent. Effectivement, en général, on a 45 minutes de conférence, 45 minutes de questions. Cette fois-ci, vous allez être très contents parce que vous allez avoir près d'1 heure de questions. C'est une de vos demandes. C'est une demande donc des adhérents. Nous en avons parlé en Assemblée Générale. Et Jérôme Bouvier a été demandeur pour cette conférence de ce mode-là. C'est-à-dire qu'il va faire sa conférence pendant 30 minutes et après, ce sera à vous. J'espère que vous aurez plein de choses à demander. Donc nous allons commencer cette conférence autour du journalisme. Le journalisme qui est une affaire de démocratie, qui est l'affaire des citoyens. Et donc pour ce faire, j'aimerais que Jérôme, vous nous présentiez votre association qui est Journalisme et Citoyenneté, qui existe, je crois, déjà depuis une vingtaine d'années. Voilà, et dont vous présidez les assises chaque année, c'est ça? Alors, pourquoi cette association? Quelle est votre volonté à l'intérieur? Et en quoi le journalisme n'est pas qu'une affaire de journalistes, mais de démocratie? Oui. Alors, par contre, j'ai l'impression que nos 2 micros ne s'entendent pas. Mais... Ça y est, je l'ai fermé. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'être si nombreux ce soir pour parler du journalisme et de la citoyenneté et de remercier l'association pour son aimable invitation puisque ayant transféré le siège de journalisme et citoyenneté non loin d'ici à La Rochelle depuis 5 ans, je suis content de venir en voisin, si j'ose dire, en néo-voisin, ici à Rochefort dans ce palais des congrès que je ne connaissais pas et qui est un bien bel équipement. Donc, très sincèrement, merci à vous pour votre attention. Et effectivement, j'ai souhaité, je ne suis pas un conférencier, je suis un journaliste, malheureusement, et je souhaite plutôt qu'on ait un dialogue, puisque plutôt qu'une sorte de conférence, je n'ai pas de vérité à délivrer, j'ai des convictions auxquelles je crois, évidemment, mais je souhaite surtout qu'on puisse avoir un dialogue entre journalistes et citoyens, parce que je crois que c'est de ce dialogue-là que pourront naître des solutions aux innombrables questions qui se posent à la fabrique de l'information. Alors peut-être effectivement vous dire l'objectif que nous poursuivons au travers de cette association. Alors, pour savoir d'où je parle, parce que c'est toujours bien de savoir d'où on parle, moi je suis un enfant du service public, si j'ose dire. Donc vous ne m'entendrez sans doute pas ce soir dire tout le mal que je pense du service public, parce que je crois que Radio France notamment, où j'ai fait l'essentiel de mon parcours, est un modèle de service public et de bien commun fragile, très attaqué en ce moment. Et donc j'ai toujours été frappé que les débats qui ont toujours agité la profession sur la crise de la confiance, la perte de confiance envers les journalistes, envers les médias, c'est un sujet historique qui a commencé avec la naissance de la presse au 18e, au 19e, on parlait déjà de la crise de confiance entre les journalistes et leur public, mais malheureusement, cette crise de confiance ne se résout pas. Et ma conviction profonde, c'est que quelles que soient les réponses à apporter, il y en a beaucoup, on ne pourra pas les trouver si ce n'est pas le fruit d'un dialogue entre les journalistes et leur public. Donc d'où la création de journalisme et citoyenneté, qui dit bien, je crois, son propos. À l'époque, on me disait... Dans les années 2005, quand j'ai voulu créer cette association, j'étais à l'époque à Radio France Internationale, on me disait, mais citoyen, c'est ringard, c'est un vieux terme. Je trouve qu'il est toujours assez moderne et qu'il garde toute sa valeur. Et donc, au gré des modes, je vois qu'il revient un peu en vigueur, donc j'en suis content. Et donc, on s'est dit comment créer du dialogue entre les journalistes et les citoyens. Et donc, avec un certain nombre de confrères et de consoeurs, j'ai créé cette association en 2006, donc il y a 20 ans. Et pour
gros symboliser cette volonté de dialogue, on a créé un événement qui s'appelle les Assises du journalisme, alors le nom n'est pas très convivial, ça fait plutôt congrès de dentistes, Assises du journalisme, mais néanmoins c'est un des événements qui sont ouverts au grand public et qui ont été itinérants au départ, mais qui maintenant se tiennent depuis 10 ans à Tours, qui à chaque printemps, qui réunissent 5 à 6 000 personnes pendant 3 jours pour débattre, ce qui est l'objet même de l'association, des conditions de production de l'information de qualité, c'est le verbatim, dont nos démocraties ont le plus urgent besoin. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est les conditions de fabrication de l'information et de les mettre en débat avec les citoyens. Et pour aller vite, parce qu'après on y reviendra peut-être, mais cette démarche qui n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous de journalistes comme ça, comme il y avait peut-être, vous vécu ça dans le monde de la médecine, il y avait les entretiens de Bichat, je ne sais pas si ça parle à quelques-uns. Moi j'avais pris ça en exemple comme à la fois une profession qui se rassemble et qui discute de ces problématiques, mais qui en même temps en discute avec le grand public. Donc c'est un peu sur ce modèle-là que j'avais imaginé les assises du journalisme. Donc ça c'est pour l'espace francophone en gros, et puis on a eu des demandes, de plus en plus de demandes de confrères et de consoeurs de la rive sud de la Méditerranée, Maghreb, Machrek et Afrique, disant mais nous on a aussi des choses à dire, on a aussi des difficultés, donc ça m'a amené à créer des assises pour la Méditerranée qu'on a tenues à Tunis, dans l'euphorie, j'allais dire, du printemps arabe que portait la Tunisie, et puis qui maintenant, malheureusement, la Tunisie est à son tour retrouvé les affres de l'absence de démocratie. On a été obligé de les rapatrier à Marseille, où nous tenons les assises méditerranéennes du journalisme, et puis enfin, troisième événement, les assises européennes du journalisme, parce que là aussi on est venu nous chercher en disant on aimerait bien développer cette réflexion avec les journalistes des 27 pays de l'Union, et donc on a créé les assises européennes du journalisme qui se tenaient à Bruxelles et qui se tiendront en novembre prochain à Strasbourg. Voilà. Donc 3 événements autour duquel, sans rentrer dans les détails, on essaye de multiplier des actions d'éducation aux médias, je pense qu'on en parlera sûrement cet après-midi, de dialogue critique avec les publics, mais aussi de réflexion interne à la profession, puisque cette profession a été bousculée comme tous les autres, mais peut-être plus que d'autres encore, par l'irruption des réseaux sociaux, de la révolution numérique, qui a, pardonnez-moi l'expression, mais qui a mis tout le monde cul par-dessus tête quand même, et qui continue de le faire. Voilà pour un peu la réponse à votre question. Bon, vous pouvez voir des détails sur notre site qui s'appelle www.journalisme.com, où vous verrez un peu tout ce qu'on fait. Et la prochaine édition des Assises, donc de Tours, qui se tiendra du 7 au 11 avril, aura pour thème, et je pense qu'on pourra en parler ce soir, parce que c'est comme un sujet d'actualité, enquête de vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore une vérité? Est-ce que nous croyons encore à des vérités? Est-ce que les journalistes sont encore là pour essayer de traduire des parts de vérité? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, les vérités alternatives, les post-vérités et tous les mensonges du débat public n'ont pas noyé tout ça dans une situation de confusion extrême pour nos démocraties? Et lors de... faut que je le remette en route. Et lors de vos assises, lorsque vous êtes en pleine discussion, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous trouvez que le lien de confiance entre les citoyens et les journalistes sont remis en cause? Oui, il y a une aggravation de la crise de confiance. Il y a plusieurs... je pense qu'il y a de multiples facteurs. Mais peut-être faut-il situer je vais peut-être me permettre un petit récapitulatif de qui on a souhaité rassembler autour de journalisme et citoyenneté. Quand j'ai créé l'association, donc il y a 20 ans, c'était assez clair. Donc il y avait les journalistes. Alors les journalistes, pour faire la carte d'identité rapidement, aujourd'hui, il y a 35 000 journalistes qui ont la carte de presse en France. Peut-être faut-il préciser, parce que je pense que c'est souvent méconnu dans le public, la carte de presse ne signifie pas que vous faites bien votre métier ou mal votre métier. Et c'est un sujet pour moi qui a toujours été très important, c'est-à-dire qu'il ne parle pas d'éthique ou de déontologie, il parle de la capacité à vivre de son métier. Donc si vous avez
vous pouvez prouver que vous tirez la majorité de vos revenus de l'exercice du journalisme dans un média reconnu par la profession, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez votre carte de presse. Mais si vous faites un travail de journaliste exceptionnel, mais que vous n'êtes pas dans un média reconnu et que vous n'en vivez pas, vous n'avez pas la carte de presse. Donc ça ouvre déjà un premier champ, c'est qui sont les journalistes. 35 000 cartes de presse, certes, mais il y a aussi, et ils sont de plus en plus nombreux, on en parlera forcément ce soir, c'est X milliers, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, on ne sait pas très bien, gens qui à la fois sont des producteurs d'informations et que vous retrouvez aussi sur YouTube, sur les nouveaux réseaux qui se baptisent parfois influenceurs, d'autres producteurs de contenu, mais qui contribuent à l'information de nos concitoyens. Après, il y a les éditeurs. Le deuxième acteur, c'est les éditeurs, c'est-à-dire les patrons enfin, l'éditeur, c'est le terme anglais, mais en France, on va plutôt dire les patrons de presse, qui possèdent les grands titres, les grands journaux, les radios, les télés, et avec une question qui revient en permanence et qui est très complexe, c'est que les éditeurs, aujourd'hui, pratiquement tous, n'ont pas de modèle économique viable autour de la production d'informations. Donc vous avez l'irruption, qui n'est pas nouvelle, en France elle n'est pas nouvelle, mais elle est de plus en plus spectaculaire, que comme c'est un modèle économique déficitaire, vous avez les milliardaires qui sont arrivés dans le schéma et qui sont aujourd'hui, il y a une vraie question pour le fonctionnement démocratique de l'information, puisque tant qu'il y avait des milliardaires, entre guillemets, bien élevés, qui ne se souciaient pas trop de ce qui se faisait dans le journal, mais qui perdaient de l'argent uniquement pour leur entre-gens, ça pouvait se passer à peu près correctement. Mais on a maintenant des milliardaires qui entendent mettre leurs médias au service d'un combat politique ou d'un combat philosophique. Et ça, c'est un sujet qui devient extrêmement préoccupant à mes yeux, en tout cas, et dont il faut qu'on parle. Et puis, le troisième acteur, qui sont les citoyens, c'est-à-dire vous, nous, moi, qui avez, et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur ça, c'est que vous avez nous avons tous collectivement la capacité à ouvrir le poste de radio ou pas, à ouvrir notre smartphone ou pas, à acheter le journal au kiosque ou pas, à allumer la télé ou pas, et c'est nous qui avons la décision finale de l'audience ou de la... Et quand on me dit Hanouna, c'est insupportable, etc., on est obligé de dire oui, mais alors pourquoi y a-t-il 1 500 000 personnes qui éprouvent le besoin tous les soirs d'écouter Hanouna? Donc c'est une responsabilité partagée. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le débat que j'ai envie d'avoir aussi avec vous ce soir. C'est pas tant de dire vous les journalistes, parce que Dieu sait si les journalistes ont des choses à se reprocher, mais et nous les citoyens, parce qu'aujourd'hui on participe par nos décisions, par nos actes, de la qualité de l'information. Et donc ces trois acteurs-là, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment ils peuvent dialoguer entre eux. Précise que beaucoup de journalistes considèrent que les patrons de presse sont inutiles. Beaucoup de patrons de presse considèrent que s'ils pouvaient faire des médias sans journalistes, ça serait beaucoup plus simple. Et les citoyens sont dans un mélange de fascination, répulsion pour les journalistes. À la fois, on les aime bien et en même temps, on les déteste. Et on les voue aux gémonies. Donc, c'est un rapport compliqué qu'il y a entre les trois en France, et ça a toujours existé. Et je pense que ça n'a pas fini de se produire. Mais, et je terminerai là-dessus, ce monde-là était un monde assez figé. Moi, quand j'ai démarré dans le métier, j'étais dans la presse quotidienne de province au tout départ. On enquêtait pendant la journée, on faisait son papier le soir, on l'amenait dans des machines, je n'ose même pas y penser, qu'on tapait avec des linotypes, c'est-à-dire ça se faisait avec du plomb, et ça allait aux rotatives, et le citoyen avait son information le lendemain à 9h dans son journal, et il y avait un décalage de 24 heures entre ce travail et l'arrivée chez le citoyen, et c'était un contrat de lecture qui était clair pour tout le monde. Et donc le journaliste pouvait, à sa guise, avoir le sentiment qu'il maîtrisait l'information. J'en parle pas. Et en gros, le sentiment que pour bien faire ou pour mal faire, mais le journaliste avait la capacité à maîtriser l'information. Il était en gros en surplomb par rapport à son public, c'est en tout cas ma conviction. Et en 2006, quand j'ai créé l'association, qu'on crée la première édition des Assises du journalisme en 2007, Facebook est dans un garage en Californie, personne ne sait ce que c'est, et Twitter, je m'amuse toujours avec ça, n'existait pas. Donc on était encore dans ce monde-là.
dans ce monde très, très classique, qui voyait arriver Internet, qui sentait bien que ça allait être compliqué, mais qui ne savait pas trop comment tout ça allait tourner. Et puis, la révolution qui s'est engagée depuis cette période, en 20 ans, c'est phénoménal, je pense. Pour moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, mais je pense que c'est équivalent à la découverte du feu ou à la découverte de l'imprimerie au moins. C'est l'arrivée des réseaux sociaux qui nous a vraiment tous bousculé nos usages, parce que tout d'un coup, le journaliste n'était plus maître de l'information, c'est-à-dire que chaque citoyen apprenait l'information en même temps que le journaliste. Avant, le journaliste était celui qui apportait son scoop, qui découvrait, là, le journaliste apprend en même temps que son public les principales informations. Et surtout, il a permis à un certain nombre à chacun d'entre nous d'ailleurs, de dire « moi aussi je suis un producteur d'informations, moi aussi depuis mon smartphone je peux m'exprimer vers le monde entier, moi aussi je peux donner mon opinion sans passer par cette machine du média, du journaliste et ça c'est un sujet que je pense dont il faut qu'on parle un peu ce soir, parce que cette révolution, elle nous l'a bouleversée, elle nous bouleverse encore, la toute-puissance des réseaux sociaux est absolument phénoménale. Enfin, encore une fois, aujourd'hui, la majorité de nos concitoyens, surtout les plus jeunes, s'informent d'abord par les réseaux sociaux avant de s'informer via un média classique. Et on a à peine digéré cette révolution, que je crois encore une fois très, très profonde, quand survient une autre, qui est encore plus fascinante, atterrante, tous les mots sont possibles, qui est l'intelligence artificielle. On n'a pas digéré cette première vague, on ne sait pas encore comment se situer par rapport à cette première vague, que tout d'un coup, depuis 2 ans, et ça va à un rythme tellement rapide, 2 ans, 3 ans aussi, qu'on ne sait pas très bien jusqu'où cette révolution va aller. Oui, non, je mets un peu des têtes de chapitre, si vous voulez, sur tout ça. Et je pense que ça, il faut qu'on en parle, parce que apparaît dans cette, et j'en terminerai là pour mon propos préliminaire, apparaît au travers de ce triptyque, les journalistes, les éditeurs et les citoyens, un nouvel acteur que personne n'avait vu venir, qui était celui qui moi je les appelais les infomédiaires, maintenant on les appelle les GAFAM, infomédiaires parce que c'est ceux qui se sont glissés entre ceux qui vont chercher l'information et le public. Ce sont donc les plateformes, ce sont les Facebook, les Twitter, qui se sont immiscés entre ces 3 acteurs historiques de la fabrique de l'information et ont capté sa valeur économique, sa valeur publicitaire, sa valeur éditoriale, et sont aujourd'hui les nouveaux maîtres du monde, puisque, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils sont aujourd'hui les nouveaux maîtres du monde, par-delà les États, par-delà les frontières, par-delà les politiques publiques qui sont menées. Voilà, c'est un peu ce schéma-là qui m'intéresse de débattre avec vous, avec évidemment toutes les questions qui sont posées autour de la confiance, de la défiance et des vérités mensongères. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites là, très intéressantes, qui parcourent un peu l'ensemble de la conférence de ce soir. Mais moi je voudrais revenir sur quelque chose, un point important. Qui fabrique l'information et dans quelles conditions ? Parce que on a un océan d'informations, mais qui tient vraiment la barre ? Comment produire une information réellement indépendante quand les patrons sont souvent des milliardaires qui détiennent, qui utilisent, qui supervisent de nombreuses ressources d'information, quel que soit leur support ? Alors, c'est évidemment une question très, très complexe, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une multitude de producteurs d'informations. Le journaliste n'a plus le monopole de ça. Les médias, je vais dire traditionnels, classiques, les grands titres que vous connaissez, titres de la presse écrite, de la presse quotidienne régionale, de la presse hebdomadaire régionale, les radios publiques et privées, les télés publiques et privées, c'est un univers qui lui aussi est sur les réseaux sociaux, parce qu'il a été obligé de se mettre sur les réseaux sociaux, sans ça il disparaissait, mais qui a encore une fois une vraie question devant lui, devant elle, devant cet univers, c'est la question économique. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un chapitre un peu à part pour l'audiovisuel public que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous payez sur vos impôts, et qui est donc un bien commun payé par l'impôt de tous. Mais sans ça, le reste, c'est soit la publicité,
Et la presse a été riche, entre guillemets, au sortir de la guerre, parce que la publicité, la presse écrite notamment, était là. L'Express de la grande période, c'était 80% des revenus, c'est la publicité. Et ça marchait bien. Et donc ça permettait à des journalistes d'aller enquêter à travers le monde, etc., parce qu'il y avait une économie. Actuellement, est-ce que l'indépendance économique du producteur existe ? Non, justement, parce que comme l'équilibre économique de ces médias s'est effondré, avec l'arrivée d'Internet notamment, puisque tout d'un coup tout était accessible gratuitement par Internet, pourquoi aller payer un journal ? C'est vrai qu'aujourd'hui, aller acheter Le Monde, par exemple, Le Monde a fait un travail considérable pour avoir des abonnements numériques. Il est aujourd'hui avec de forts abonnements numériques, mais Le Monde, le journal papier, je crois qu'ils n'en vendent plus que 25 000 exemplaires par jour. Enfin, c'est un effondrement considérable parce qu'aller à un kiosque acheter son exemplaire du Monde, je ne sais plus son prix actuellement, ça doit être 3,20 €, non, je ne sais plus. Mais ça devient une économie qui est en voie de disparition. Je ne sais pas s'il existera encore des quotidiens papier dans les 10 ans qui viennent. Donc ce modèle économique étant en perdition, sont arrivés donc les milliardaires, donc leurs noms sont connus, qui ont à la fois sauvé des journaux, et il faut dire les choses de façon pragmatique. Libération aurait disparu s'il n'y avait pas eu un certain nombre de milliardaires qui s'étaient pensés sur Jean Chefet, de Drahi à d'autres, mais qui eux ne s'intéressaient pas à la ligne éditoriale, donc c'est ceux que j'appelais plutôt les bien élevés. Et puis vous avez Le Figaro, c'est famille Bouygues, vous avez ou Dassault, vous avez Dassault, vous avez Bouygues, vous avez évidemment le nouvel acteur qui terrorise tout le monde, qui est Bolloré, qui a donc racheté en peu de temps iTélé pour en faire CNews, qui a racheté le JDD pour en faire ce qu'il est devenu, bref, qui a racheté Europe 1, et qui continue d'avoir une politique de rachat, là dans un objectif très politique, qui est très clairement, enfin je pense qu'on ne va pas en faire le sujet ce soir, mais qui est un projet politique, où on met des médias au service du projet politique. Et donc là, l'indépendance n'est plus assurée, et très clairement, n'est plus assurée. Alors, les solutions qui ont été tentées, mais qui ne fonctionnent pas très bien, en tout cas qui ne fonctionnent que dans les journaux où les milliardaires en question sont d'accord pour le faire, ça a été le cas dans le groupe Le Monde, où il y a c'est d'essayer de mettre une barrière entre la rédaction et le capital. Donc vous avez la Société des rédacteurs du Monde, par exemple, qui a des droits qui lui permettent, Le Figaro avait ça, mais il l'a fait disparaître, qui permettent, encore une fois, de conserver l'indépendance de la rédaction face au capital. C'est un vieux rêve, accessoirement, de la presse, à la Libération, et avant la guerre, il y avait déjà un certain nombre de travaux comme ça pour dire, parce que les journaux français ont toujours appartenu à des grandes fortunes, aux maîtres des forges ou à d'autres, et ça, elle a toujours été une presse très politique aussi, et donc de dire comment on distingue ceux qui possèdent les rotatives, les machines, etc., et de ceux qui, en gros, font vivre ce que j'appelle, moi, l'âme d'un journal, c'est-à-dire une manière de voir le monde, une manière de partager avec ses lecteurs et ses auditeurs une façon de traiter le monde, puisqu'effectivement, on ne regarde pas le monde de la même manière selon qu'on est à l'Humanité, au Figaro ou à la Croix, mais on regarde le monde en essayant d'être honnête par rapport à la réalité de ce qui se passe. Et bien donc cet univers-là a été brisé parce que sur la réalité économique, mais on avait trouvé avec les sociétés de rédacteurs un moyen de séparer le capital de l'éditorial, et vous avez encore quelques résurgences avec ça. Au Nouvel Observateur, à Télérama Matin, le rédacteur en chef ne peut pas être nommé par la direction s'il n'a pas l'aval de, en gros, 75% de la rédaction. C'est une sorte de plébiscite qui doit garantir, entre guillemets, il y a souvent des crises dans les journaux, dans ces journaux-là, en tout cas qui acceptent cette règle du jeu, quand un patron de presse veut imposer une direction qui ne convient pas. Oui, c'est moi. C'est parce que avant de passer aux questions qui vont arriver, là, j'aurais aimé qu'on aborde les images, les algorithmes. Est-ce que l'image est toujours une preuve, une manipulation ? C'est une question abyssale, je trouve, puisque avant
peut-être, bon, ils ne s'aiment pas décidément. Non, Pour le photojournalisme, par exemple, la question de l'intelligence artificielle, enfin, c'est facile à imaginer, ça peut être mortifère, à très court terme. La force du photojournalisme, c'était justement de dire, regardez, je suis allé en Ukraine, je suis allé au péril de ma vie couvrir les faits de guerre, etc. Et certes, je ne vous apporte pas la vérité, puisqu'on ne peut pas témoigner de la vérité, mais je vous rapporte honnêtement une partie de la vérité sur ce qui s'est passé à tel endroit et dans tel sujet, en contextualisant mon travail. Aujourd'hui, vous pouvez commander des photos à l'intelligence artificielle qui sont pratiquement indécelables. Enfin, l'agence France Presse, qui est la première agence européenne d'information, qui est un modèle de rigueur, développe de plus en plus de procédés et de salariés pour uniquement vérifier les sources qu'elle reçoit, parce qu'elle mesure que, un peu comme la lutte contre le dopage, vous savez, on dit toujours que dans la lutte contre le dopage a toujours une longueur d'avance, mais là on a l'impression que l'IA a toujours une longueur d'avance, et moi je me suis livré à un exercice qui m'a beaucoup qui m'a calmé mon ego. On avait fait un exercice un peu comme ce soir là, avec le responsable de la photo à l'AFP. On a projeté 10 photos, 5 fabriquées par l'IA et commandées à l'IA, et 5 de grands reporters, et en disant, chacun était appelé à voter pour dire lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Enfin, sur les 10, je croyais avoir un œil un peu averti, et j'ai eu 4 erreurs sur 10 quand même. Donc, je veux dire que cet exercice m'a marqué, et il doit tous nous interpeller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, la photo était un élément de preuve. C'était comme la base ce que j'appelle le contrat de lecture, le contrat d'audience avec et aujourd'hui, il devient au contraire une source de doute. Et ça, c'est un événement qui, à mon avis, doit être replacé dans un contexte plus large, qu'il faut bien évoquer quand même. C'est la question de l'apparition dans l'espace public du mensonge, parce que je trouve qu'à force d'utiliser les termes anglo-saxons, la post-vérité, la vérité alternative, on a l'impression qu'il y a une part de vérité dedans. Mais non, ce sont des mensonges. Donc, quand vous avez le principal d'entre eux, Donald Trump, mais il n'est pas le seul, qui chaque jour peut affirmer, asséner des contre-vérités absolues, des vérités dites alternatives, et de le faire avec suffisamment de force et de puissance et de caisse de résonance pour que cette vérité soit peut-être d'abord crue. Je rappelle quand même que, on débattra peut-être du complotisme, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui croient des choses tout à fait farfelues, parce qu'elles ont été rabâchées, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est plus pernicieux et qui, je pense, doit nous interpeller, c'est que, et ça a été théorisé par ceux qui travaillent autour de Trump, dès son premier mandat, Steve Bannon, son conseiller en communication, vous avez peut-être lu un peu sur ce monsieur, qui a une théorie, pardon, je vais être grossier, mais c'était sa théorie, qui disait qu'il fallait tapisser le débat public de merde. Et je pense que cette phrase dit au moins ce qu'elle veut dire, c'est que plus vous noyez, quand il y a une difficulté, quand vous êtes en difficulté, de noyer le débat public de contre-vérité ou d'affirmations erronées, fait que non seulement vous perdez un peu le cap, mais vous ne faites plus confiance à rien. Et que je pense qu'on est un peu entré dans cette période, moi, où nous tous, on est un peu déboussolés et qu'on ne sait plus très bien qui croire, comment croire et comment avancer. Donc, je ne crois que ce que je vois, c'est plus d'actualité du tout. Non, moi je pense même c'était un peu la base du journalisme, c'était un peu judéo-chrétien, mais qu'on est aujourd'hui plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire que je ne vois que ce que je crois. Je crois vraiment qu'il y a une inversion qui est en train de s'opérer, parce que là il faut reparler des algorithmes. Après, il y a tellement de sujets que. Oui, mais les algorithmes, il y a un point très important, et juste 2 choses avant qu'on entame la discussion. Les algorithmes nous enferment dans ce qu'on appelle les bulles cognitives. Vous avez tous fait l'expérience, vous allez voir je ne sais quel site de vente
en ligne, vous allez voir je ne sais quel type d'information, et aussitôt les algorithmes vous bombardent de ces informations parce qu'ils ont vu que vous étiez intéressé par telle chose. Et c'est vrai pour l'information aussi, c'est-à-dire qu'en quelques années, à partir du moment où vous êtes allé consulter un site sur, je vais lâcher des mots qui fâchent, sur l'hydrochloroquine ou le Covid par exemple, vous avez été immédiatement assailli de tout un tas d'informations qui vous, non seulement vont pas forcément vous informer, mais vont vous enfermer dans vos croyances. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de vous conforter dans vos croyances, quelles qu'elles soient, plutôt que de vous soumettre à des contradictions qui vous perturbent, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et donc ça, ce sont les algorithmes, c'est la machine, qui vous enferme de plus en plus dans ces convictions séparées. Puis je terminerai juste sur une phrase il revient à la mode, et je pense qu'il faut le relire, sur Orwell et 1984. Et je pense que c'est la clé de voûte de tout le débat sur la citoyenneté et la démocratie. Il dit, parmi tout ce qu'il dit sur la ministère de la vérité, sur ça, il dit, tant qu'on est dans une société où tout le monde est d'accord pour dire que 2 et 2 font 4, on peut discuter de tout ensemble, mais à partir du moment où on vit dans une société où on ne conteste le fait que 2 et 2 font 4, mais que 2 et 2 font 5, il n'y a plus de dialogue possible. Et je pense que c'est vraiment le cœur du débat actuel, c'est-à-dire que si on n'a pas un socle de valeurs communes sur ce qu'est une partie de la vérité ou la conviction des autres, etc., ben, il n'y a plus d'échange possible. Je crains qu'on soit rentré un peu dans cette période où la polarisation des idées ou l'hystérisation du débat public fait que ça devient difficile de vivre ensemble. Or, une information de qualité, elle a pour première vocation d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à faire ses choix, de savoir pour qui voter, pour quelle décision prendre dans sa vie, etc., parce qu'on a été nourri d'une information de qualité, comme on se soucie de sa santé en regardant comment bien se nourrir, quelle nourriture on prend, et on vérifie ça. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit tout aussi attentif à comment on s'informe sur le même modèle que les crises de santé qui ont été résolues par une réforme de la transparence sur où a été tué ce poulet, comment il a été élevé, et après c'est à moi de savoir si je veux acheter ce poulet à 7 € le kilo ou à 14 € le kilo, mais c'est un peu la même chose finalement pour l'information. On y va ? D'accord. Oui, en fait, il n'y a pas une pénurie de vérité, il y a une présence permanente de vérités qu'on peut dire concurrentes. On va passer la parole au public. Bonsoir. J'ai un scoop très important. Brigitte Macron n'est pas Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Macron. Alors, je ne connais pas un seul média qu'on appelle mainstream dont les journalistes croient à cette fake news, excusez-moi d'employer des anglicismes. Il n'y a pas un seul journaliste des titres que vous avez cités, de l'Humanité au Figaro, évidemment en passant par Le Monde, qui croient cela tout simplement parce que je pense qu'ils ont fait leur travail de vérification de l'information et ils ont établi clairement, sans examen médical, que Brigitte Macron est bien Brigitte Macron. Alors vous avez évoqué la nécessité d'établir les conditions d'une information de qualité. Est-ce que le problème, ce n'est pas d'établir les conditions d'une information de mauvaise qualité? Est-ce que c'est pas ça le problème? D'abord sur l'exemple que vous prenez, il est fascinant, c'est celui qui est mondialement le plus connu, mais il rejoint une longue famille quand même. C'est non, les Américains n'ont jamais marché sur la Lune, et je peux vous dire qu'il y a des millions de gens pour continuer de triturer les images pour dire mais regardez, il n'y avait pas de vent, machin, il y a du vent, et tant d'autres. Et ça, la Terre est plate. Il y a encore quand même dernier sondage aux États-Unis. Alors vous me direz que ce sont peut-être les mêmes qui ont élu Trump, mais
il y avait encore 23% d'opinion américaine, c'était 2004 je crois, la dernière fois qu'ils ont sondé ça, qui disent oui, la Terre est plate. Et donc, moi je crois que c'est une des difficultés les plus grandes auxquelles nous sommes confrontés, nous journalistes. On fait beaucoup d'actions en direction de l'éducation aux médias et l'information, on en parlera peut-être par rapport à la question des solutions, comment sortir de là. Mais si vous êtes avec un lecteur, une assemblée comme la nôtre, un lecteur du Monde, de Télérama, de l'Humanité, quelles que soient ses opinions, vous partagez un consensus global, vous pouvez rentrer dans la discussion. Mais il y a un nombre grandissant de nos concitoyens qui ont coupé les ponts, réellement, qui ne veulent plus entendre parler. C'est-à-dire qu'ils disent, vous, de toute façon, vous racontez, enfin, le vous étant un vous indéterminé, vous racontez que des bêtises, et moi je vous dis que, et ma communauté me dit que, et chacun me conforte là-dedans, et donc je ne suis plus attrapable par la discussion, même par la rationalité. Enfin, j'ai assisté, moi, à des débats sur Brigitte Macron, mais vous sortez, puis vous dites, bon, ok, tant pis, on va s'arrêter là, parce qu'il n'y a pas d'issue au débat. Si vous avez quelqu'un qui dit, ben si, c'est un homme, bon. Ben oui, mais non, parce qu'on a travaillé, voilà, la maternité, l'état... Ah ben oui, mais moi je vous dis que c'est un homme. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et d'ailleurs, on voit bien l'embarras pour lutter contre le complotisme et la désinformation, c'est que les Macron ont décidé d'en faire un sujet juridique, mais ça n'empêche en rien que ça relance à chaque fois. En disant, ben regardez, on veut nous faire taire, regardez, on veut... Mais c'est très très dur de lutter contre le complotisme et la conspiration à partir du moment où il n'y a plus encore une fois, il n'y a plus ce consensus autour d'un dialogue. Donc comment empêcher la diffusion, en fait, c'est la question que vous posez, de la mauvaise information? Mais je ne vois pas d'autre solution, moi, que l'éducation du public, c'est-à-dire ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce qui est le plus transgressif, ne croyez pas tout ce qui est le plus excitant aussi, parce qu'il y a quelque chose d'un peu souffre là-dedans, un peu. Et parce que sans ça, c'est pas la loi qui peut interdire. La loi peut pas dire. C'est un peu comme de dissoudre un mouvement d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça n'empêchera pas qu'il va renaître le lendemain. Si vous dites, bah ça y est, tous ceux qui... Et pour l'instant, tous les procès qui ont été intentés, par exemple, sur Brigitte Macron, ils ont tous perdu. Ça n'empêche, ça ne fait pas diminuer les troupes. Parce qu'il y a tout un tas de gens, pour des raisons que je n'arrive pas très bien à identifier, qui trouvent plaisir à aller continuer de dire mais si, regardez. On va dans le prochain baromètre, les assises, on publie chaque année, j'ai créé il y a 10 ans, un baromètre sur l'utilité du journalisme. Et donc pour essayer non pas de mesurer la confiance, mais en quoi vous estimez que le journaliste vous est utile. Parce que je pense que il n'y a que en prouvant notre utilité sociale qu'on arrivera peut-être à regagner la confiance. Et donc j'ai demandé à l'Institut de sondage, à Via Voice en l'occurrence, de poser justement ces 5 questions, parce qu'on ne les a jamais posées en France, en disant Brigitte Macron est un homme, jamais personne n'a marché sur la Lune, et tous ces sujets, pour voir comment, et donc je vous donnerai la réponse le 10 avril, mais est-ce qu'en France, il y a une frange non négligeable, comme je le crains, qui sont eux aussi embarqués dans ces théories complotistes. Et où c'est très compliqué aussi la question du complotisme, c'est que on dit, et je crois que c'est un de vos cœurs de sujet, il faut développer l'esprit critique. Je pense que c'est évident, mais le développement de l'esprit critique est une arme terriblement difficile à manier, puisque moi je me suis souvent retrouvé dans des débats comme ça, face à des gens complotistes convaincus, ou en tout cas convaincus plutôt de détenir la vérité, parce qu'ils ne se disent pas complotistes. Eh bien, si vous dites, mais regardez, mais ils disent, mais moi je mets en cause, j'ai droit à mon esprit critique, entre guillemets, je sais pas parce que tel scientifique me dit que, c'est pas parce que tel sachant me dit que, c'est pas parce que tel journaliste me dit que je dois les croire. Et donc cet esprit critique, il peut se renverser de façon terrifiante comme justification du complotisme. C'est, je pense, un gros sujet de réflexion sur comment on peut à la fois promouvoir l'esprit critique en fixant des règles qui font que ça ne peut pas, au nom de tout ça, nous embarquer. Je prends un autre exemple, mais c'est toujours risqué parce que dès qu'on parle du Covid, on prend des risques dans une assemblée, du Covid et de la vaccination. Alors je prends ce risque-là. Je pense que nous avons tous été traumatisés à un point qu'on n'a pas encore cessé de mesurer et de
d'en tirer les conséquences par la crise du Covid. Crise mondiale, panique mondiale, enfermement, enfin tous les traumatismes que ça nous a fait vivre, les modifications de vie aussi, la visioconférence, le télétravail, enfin je pense qu'on n'a pas fini de mesurer tout ce que cette période a modifié de nos vies, de nos convictions et de nos... Voilà. 3 semaines après, j'en parlais avec tout à l'heure, 3 semaines après que le professeur Raoult donc, clame que l'hydrochloroquine va nous guérir tous du Covid, ou nous prémunir tous du Covid, plus exactement, paraît un premier sondage, excusez-moi, je tape dans mon micro comme un amateur, pour quelqu'un de radio, c'est pas bien, et je découvre avec stupeur, enfin moi je reviens toujours à ce sondage comme une sorte de réinterrogation permanente sur nos pratiques. Au bout de 3 semaines, je pense que 99% des Français n'ont jamais entendu, moi en tout cas le premier, n'ont jamais entendu parler de l'hydrochloroquine. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et au bout de 3 semaines, il y a 80% des personnes interrogées qui ont un avis sur l'efficacité de l'hydrochloroquine. C'est-à-dire que vous avez, la logique voudrait que 99% ou 98% disent « je n'en sais foutrement rien, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas là, et donc je ne sais pas si ça marche ou si ça marche pas ». Ça me paraissait... et non, et il y avait... Donc, alors j'ai plus les chiffres précis, donc je ne vais pas vous les dire, parce que je ne vais pas être propagateur de fake news, mais il y avait une majorité pour dire ça marche pas, et une forte minorité pour dire bah si ça marche, mais aucun de ceux qui avaient cette conviction-là ou cette conviction-là n'avait le moindre bagage pour dire ça. Et donc c'est une chose qui m'a toujours beaucoup travaillé, et donc j'ai interrogé beaucoup de sociologues sur ces questions-là, et notamment à l'époque j'avais interrogé Gérald Bronner, qui maintenant travaille beaucoup sur ces questions de la vérité, qui m'avait dit que ça avait été travaillé dans les années 60 ou 50 même, par des scientifiques suédois, disant que quand nous sommes soumis à une peur viscérale, à une peur panique, à une peur qui nous dépasse, eh bien si on arrive à se positionner en ayant un avis pour ou contre, peu importe, eh bien déjà on se rassure, parce qu'au moins on se situe. Là, donc si je suis pour l'hydrochloroquine, je crois que ça va me guérir, ou si je suis contre, bah déjà cette angoisse de la maladie me fait moins peur, parce que d'un coup je me situe par rapport à ça. Donc c'est un sujet pour moi qui n'est pas abouti, mais je pense qu'il doit tous un peu nous interpeller. Comment se fait-il que nous étions 80% à avoir un avis sur l'hydrochloroquine 3 semaines après que ça fasse irruption dans le débat public? Et ça, c'est une grosse question posée aux journalistes et aux citoyens. Une autre question peut-être là-bas. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que le journalisme, comme les citoyens, ne sont pas devenus victimes des techniques de communication qui ont énormément évolué et qui ont mis en évidence l'importance de jouer sur l'émotion pour favoriser l'orientation des personnes? Et on le voit à travers aussi les algorithmes dans les réseaux sociaux ou sur Internet, qui finalement jouent énormément sur l'émotion des personnes pour créer une forme de manipulation des avis et des comportements. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Alors l'émotion est à la fois un mode... Bon, on va pas se raconter l'histoire. La presse s'est toujours servi un peu de l'émotion pour parler de l'actualité. La guerre, de raconter une histoire touchant une famille, etc., plutôt qu'une sorte d'énumération des morts, etc. Enfin, l'émotion a toujours été un moteur d'information, mais elle sert très souvent aussi à éteindre l'esprit critique, justement, parce que on est submergé de l'émotion. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est sur le fait divers, par exemple. Le fait divers est un des grands matériaux du journalisme. Alors on met dans fait divers beaucoup de choses très différentes. Hein. Ça va de l'affaire criminelle à l'accident de la route. Mais le fait divers, on voit son utilisation politique, par exemple, elle est phénoménale. C'est-à-dire que sur le drame, sur un drame survenu dans une affaire criminelle, etc., la façon dont aussitôt la classe politique s'en empare
pour asseoir sa théorie sur, regardez, qui sait, comme par hasard, il n'est pas français, ou comme, enfin, l'émotion est toujours un peu au cœur des sujets de la désinformation. Mais comment lutter contre là, c'est une question qui n'est pas simple, parce qu'on est tous nous-mêmes aussi un peu soumis par ça. On disait, Lazareff, François disait toujours, on ne fait pas un journal avec des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est vrai. Naturellement, on va vers les choses qui sont disruptives, qui nous interpellent et qui, si vous avez, moi je suis toujours frappé par ça, il y a un accident de la route sur une autoroute, la file qui n'est pas concernée par l'accident, tout le monde s'arrête pour voir ce qui s'est passé. Il y a une sorte de fascination pour l'accidentel, pour ce qui n'est pas normal, pour ce qui... Et on a tous ça, je pense, en nous. Mais comment la presse peut à la fois prendre en compte cette réalité et inviter à dépasser cette émotion, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Bonsoir. En matière de presse, il y a une chose qui m'a toujours fasciné. L'agence France Presse envoie un nombre incalculable d'informations mondiales ou nationales, et je vais rester sur les chaînes télévisées. Les chaînes télévisées prennent toutes les 6 ou 7 mêmes. Et dans les journaux télévisés qu'on voit, c'est les mêmes informations, mais mises dans un ordre différent. Et je ne comprends pas comment se fait-il qu'on se retrouve avec, disons, 4 ou 5 chaînes, y compris les nationales, bien sûr, avec les mêmes informations. Cette espèce de sélection, c'est un biais pour moi. Les journalistes ont tous le même biais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, à 20h, on a les mêmes 5 ou 6 informations? Voilà, ça c'est vraiment, pour moi, c'est un problème que j'ai toujours pas compris au niveau des journalistes. Ouais. Alors, d'abord, sachez que je partage votre désolation. Parce que j'enrage souvent en regardant les 20h qui, accessoirement, sont de moins en moins regardés, parce que les jeunes générations ne regardent plus les 20h, c'est plus la grand-messe fédératrice qu'étaient les 20h. Mais on parlait de l'émotion avec monsieur. Il neige en hiver, ça peut occuper ad nauseam un journal. Enfin, c'est-à-dire que pendant un quart d'heure, on va avoir les images de la neige en hiver, des inondations, etc. Non pas qu'il n'y ait pas des drames derrière, mais on mâche le chewing-gum et on remâche le chewing-gum et on en remet, et au détriment de la diversité de l'information, alors que, comme vous l'avez dit, l'information est d'une infinie richesse, elle est mondiale, elle est sourcée, documentée. Mais malheureusement, j'allais vous répondre, puisque effectivement, vous regardez les sommaires des journaux de TF1 et de France 2, en gros, vous avez effectivement à peu près la même chose. Mais savez-vous que tout ça est sondé minute par minute, et que c'est là où on rejoint la responsabilité citoyenne, c'est que dès que vous avez un sujet plus conflictuel, plus douloureux, parce qu'il y a un côté convivial, c'est le moment du dîner, c'est le moment le reportage sur la guerre en Ukraine avec la réalité des morts, c'est plus compliqué que la 79e vue de la neige en hiver avec le journaliste ridicule qui est avec ses boîtes au milieu de la flaque d'eau pour dire regardez, Madame Michu n'en peut plus. Et ça, c'est pour moi une grande interrogation, c'est que tout ça est encore une fois sondé, non plus le lendemain, mais c'est sondé minute par minute pour savoir, vous pouvez maintenant dans les journaux d'avoir quand ça décroche, quand on aimait, ou quand ça décroche pas. Et donc s'il y a encore, en moyenne, c'est entre 6 et 7 millions sur TF1 et 4 ou 5 sur France Télévisions, donc c'est quand même encore des très grands rendez-vous, eh bien c'est parce que il y a une demande du public pour ce type de traitement. Et donc après la question, elle se traite aussi peut-être plus largement, c'est que paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles. Je pense qu'il ne faut quand même pas être que négatif. Vous n'avez jamais eu autant de sources d'informations à votre disposition. Vous n'avez jamais eu autant de capacité à aller même sur des angles très précis sur la presse internationale. Il n'y a jamais eu autant de capacité de s'informer pour les citoyens mais les grands médias mainstream, comme ça a été employé, eux, je trouve, effectivement, réduisent terriblement leur champ d'investigation,
Peut-être faut-il y rajouter un élément qui est apparu depuis 3-4 ans, mais qui est toujours le Covid, moi c'est mon interprétation, qui était le point de départ de ce qu'on appelle l'info-anxiété. Moi-même, il m'arrive de l'éprouver quand vous mettez côte à côte, ou la queue plutôt, le Covid, les crises internes, gilets jaunes, Gaza et l'horreur de 7 octobre, et puis l'horreur de Gaza. Ensuite, le retour de la guerre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Toutes ces informations extrêmement anxiogènes. Vous avez un nombre grandissant, et on le mesure chaque année dans les sondages, de gens qui tournent le bouton, mais qui veulent pas, parce qu'on n'a pas envie d'être plongé dans cette anxiété permanente. Donc il y a, je pense aussi, dans ces sujets un peu mainstream, où tout d'un coup, je pense que dans les 20 heures de ce soir, que je vous fais manquer, il va y avoir, je pense, au moins 3 reportages sur les marchands de glace sur les plages, avec les 22 degrés que nous avons. Je pense que s'il n'y en a pas au moins 3, j'ai loupé mon pari, mais on pourra faire le replay, c'est peut-être aussi un peu à cause de cette info-anxiété. Bonsoir, je voulais justement rebondir sur les... Je vous entends pas très bien, pardon. Ah, excusez-moi. Donc je voulais rebondir justement sur l'effet peur, anxiété, donc par rapport à l'information, et on l'a vécu, je dirais, à la puissance 1000, avec notamment le Covid, et ce matraquage en fait en permanence de quelque chose qui était effectivement terrible, mais qui en même temps nourrissait en fait ce matraquage, nourrissait aussi cette peur, et en même temps appauvrissait le sens critique, parce que quand on baigne massivement dans un contexte de peur, on n'a plus la capacité de réfléchir ou d'avoir en fait, globalement, je parle, individuellement ça peut être différent, mais massivement, la peur évite, annihile en tout cas le réflexion. Et je pense qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité de ce matraquage journalistique tel qu'il est fait, et aussi de ces sources dont on parlait, qui sont toujours les mêmes, parce que finalement les experts, que ce soit pour la guerre en Ukraine, que ce soit pour le Covid, en fait on a l'impression que ce sont toujours les mêmes experts qui interviennent sur les différents médias, et au final on n'a pas beaucoup de voix ou d'échos un peu différents. Alors, là vous évoquez peut-être aussi 2 questions sur la question des experts. Je vais peut-être répondre sur cette question d'abord. Je pense qu'il y a, dans la difficulté de la perception du journalisme aujourd'hui, c'est que le public englobe dans une même affaire le chroniqueur de CNews, celui qui est entre guillemets expert, mais qui a son rond de serviette assez dans l'air ou dans d'autres, et puis le reporter de terrain ou le spécialiste qui lui est allé sur le terrain, et on globalise tout ça un peu dans les journalistes. Alors, il y a de plus en plus d'émissions qu'on appelle les émissions d'infotainment, d'infodivertissement, où on mélange, et je trouve moi que c'est pas une bonne idée, mais ça marche, où on mélange, mais c'est depuis Ardisson, c'est pas tout neuf, on mélange de l'information sérieuse avec du chroniqueur qui est là pour raconter des blagues, et de machin à qui on demande est-ce que tromper c'est sucer ou machin. C'est ce mélange ricanant de l'information, je trouve, fait du mal à l'information, parce que du coup elle l'englobe dans un récit qui n'est pas, à mon avis, sérieux, mais ça marche en termes d'audience, donc c'est compliqué. Et puis il fait apparaître une race que nous on appelle les toutologues, c'est-à-dire que comme c'est pas cher, en plus faire du reportage ça coûte très cher. J'insiste sur la question économique. Produire une information de qualité, ça coûte cher. C'est comme produire un poulet de qualité, excuse-moi de revenir à ma métaphore, mais ça coûte cher. Le faire en batterie, gavé sur un pauvre poulet qui de sa vie ne pourra pas bouger
ni une aile ni une queue parce qu'il est destiné à ça, et celui qui court en plein air, et le consommateur fait que à la fin il y a une différence du simple au triple. Ben, l'information de qualité, c'est la même chose. Allez aujourd'hui en Ukraine, ou hier quand je dirigeais les rédactions en Afghanistan ou ailleurs, sur les terrains de guerre, c'est extrêmement coûteux en termes d'accompagnement de sécurité, d'assurance, ça coûte très très cher pour une audience qui est pas phénoménale, alors que vous mettez 6 personnes, toujours les mêmes, derrière leur plateau de télé, et en plus avec le Covid, maintenant on a accepté que ces gens restent chez eux dans leur salle à manger, etc., parce qu'avant au moins ils venaient en studio, maintenant on les voit, et ils ont des écharpes de couleurs identifiées pour que on les et on va les faire passer de maintenant la météo, ils ont un avis sur le réchauffement climatique, puis après ils ont un avis sur l'Ukraine, et après ils ont un avis sur... Et ça, je trouve ça absolument terrifiant. Mais cette télé-là coûte pas cher, parce que surtout la télé qui disent ça, coûte pas cher, et ça fonctionne bien en audience. Donc c'est aussi toujours pour ça que je renvoie à la question de la responsabilité du citoyen face à l'information qu'il va chercher. Il va vers la facilité, parce qu'on va tous un peu vers la facilité, parce que vous avez en même temps une sorte de... On vous soumet à votre esprit critique tout un tas d'avis, mais qui sont finalement assez proches, effectivement, et assez peu renouvelés. Assez peu renouvelés. Donc je partage votre lecture un peu pessimiste, mais je ne sais pas très bien. Vous avez vu que les chaînes Tout Info, et là je ne m'obsède pas sur CNews, donc je pense qu'elle est... Pardon, je vais peut-être choquer, mais que c'est une chaîne malfaisante et dangereuse aujourd'hui pour la démocratie, parce qu'elle travaille sur du mensonge, elle travaille sur la haine de l'autre, elle travaille sur le rejet de l'autre, elle travaille sur... et elle le martèle à l'infini. Enfin, c'est quand même la première fois que je vois apparaître ça à ce point. Mais même toutes les autres, que vous prenez BFM, vous prenez France Info, vous prenez LCI, se sont toutes mises à ce modèle économique où vous avez 5 ou 6 chroniqueurs qui... viennent parler de tous les sujets. Quand ils sont pertinents, c'est intéressant. Quand ils sont dit maintenant on va passer à la crise agricole, puis après on va passer et comment ces gens peuvent-ils être pertinents sur tous ces sujets? C'est pas possible. Mais je vous apporte pas beaucoup de solutions en disant ça. Je suis désolé de faire part de... En ce qui me concerne, moi je suis un petit peu has-been parce que je ne cherche pas l'information du tout sur les réseaux sociaux. Il y a 40 ans, effectivement, j'étais sur la presse et on avait, suivant ma sensibilité politique de l'époque, je pouvais lire le Nouvel Obs, l'Express, Le Point ou d'autres journaux. Et il y avait aussi des capitaines de presse, commerçants, qui avaient effectivement un pouvoir sur leurs journaux. Alors je vous trouve un peu pessimiste parce que c'est vrai qu'on a une masse fantastique d'informations. Et merci peut-être aux milliardaires également. Aujourd'hui, c'est très pratique. On peut passer de la 13, de la 14, de la 15 et la 16, zapper et se faire notre propre libre arbitre à ce niveau-là. Donc moi, je pense que c'est au consommateur de se faire sa propre éducation là-dessus et de décider, même en regardant ces news. Moi, je regarde ces news, ça ne me pose pas de problème. Je regarde BFM, je regarde LCI, je regarde France Info. Et à partir de là, en fait, les faits sont toujours les mêmes. C'est juste une question d'interprétation derrière. Et maintenant, je vais poser la dernière question, puisque Mme Chikirou, effectivement, a attaqué votre profession, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, en disant que votre profession était des fascistes à petits pieds. Qu'en pensez-vous? Des fascistes à petits pieds? Je ne l'avais pas vu celle-là. Mais, écoutez, pour ma part, chose du 43, mais... je ne dirais rien sur Mme Chikirou. Elle fait partie, elle est candidate à la mairie de Paris, elle utilise les méthodes qu'elle croit bon d'utiliser. Elle a dirigé un média, je vous le rappelle, qui était le média voulu par LFI, le média de Mélenchon, et dont elle s'est fait virer par sa propre rédaction pour ses méthodes de management. Et elle est en procès pour détournement d'argent sur ce média, mais bon, après ça c'est... donc elle sait ce que c'est que le journalisme. Est-ce qu'elle sait ce que c'est que le journalisme de qualité? Je ne suis pas certain de ça. Voilà, mais sur l'insulte... quand je vous parlais de la polarisation du débat, regardez même ce qui se passe autour
du drame de Lyon. Enfin, moi, en tout cas, vieille école, je me dis qu'on devrait plutôt déjà arriver à se mettre d'accord sur le fait que, eh bien, la mort d'un jeune homme, quel qu'il soit, d'extrême droite, d'extrême gauche ou du centre, etc., à coups lynché dans la rue pour des questions de politique, entre guillemets, c'est terrifiant pour nos démocraties. Et on devrait être tous d'accord là-dessus, puis après, chacun fait la récupération politique ou plutôt l'explication politique qu'il en fait. À peine ce drame a-t-il été connu qu'il a été instrumentalisé à la seconde, par un camp comme par l'autre, hein, je ne parle pas de... Et antagonisé, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y avait pas de possibilité est-ce qu'un mort antifasciste est plus légitime qu'un mort fasciste? Le débat était tout de suite complètement... et c'est ça sur lequel on doit lutter, moi je pense, nous, collectivement. C'est la question de la complexité, c'est la question de la nuance. Et ça, c'est un sacré enjeu. D'accepter de dire c'est pas noir ou blanc, c'est pas tout de suite j'ai une opinion ou pas une opinion. Je rejoins le débat sur l'hydrochloroquine. Et ben sur un drame bien plus terrible, qui est, moi je l'ai vécu au travers des assises que l'on tient quand on tenait à l'époque à Tunis. Il y a une incompréhension profonde des médias occidentaux par les journalistes des pays arabes et des pays africains sur la façon dont on a traité la guerre en Ukraine, par exemple, alors qu'on ne parle pas de la guerre au Yémen, qu'on ne parle pas de la guerre au Soudan, qui a fait des 300 000 morts, etc. Et ça a été exacerbé par le 7 octobre. Moi, je suis très, très triste, vraiment, de voir comment l'horreur du 7 octobre et l'horreur qui a suivi à Gaza, comment on ne peut pas mettre dans une même réprobation la dénonciation de l'horreur du 7 octobre et la dénonciation du massacre déterminé des Gazaouis depuis plus de 2 ans et l'annexion de la Palestine, etc. On doit pouvoir dénoncer ça dans un même esprit critique, justement, et ne pas tout de suite antagoniser. Alors là, vous avez vu apparaître à la seconde des gens qui, au nom du drame du 7 octobre, n'ont rien voulu voir de ce qui se passait à Gaza et en Palestine. Et je rappelle que pour le journalisme, c'est une question principale. Moi, je suis grave, entre guillemets, mais aucun journaliste n'a pu pénétrer à Gaza depuis le 7 octobre. Aucun. Parce que l'armée israélienne a fait en sorte que ça soit impossible, ni aucun média international, et que tous ceux qui étaient sur place, les Gazaouis qui essayaient d'informer, ont été méthodiquement ciblés comme étant des propagandistes du Hamas, alors qu'ils faisaient un travail d'information. Donc vous avez une asymétrie de l'information, avec d'un côté la capacité de raconter des histoires individuelles sur ce qui se passe, le drame vécu en Israël avec cette journée épouvantable du 7 octobre, et l'impossibilité de raconter la même chose côté palestinien, parce qu'il n'y avait que des chiffres à dire, il y a 60 000 morts, 70 000 morts, 80 000 morts, mais il n'y avait pas de réalité humaine derrière ça. Donc cet antagonisme immédiat sur tous les sujets, je trouve qu'il est très, très symbolique de notre époque, et moi, en tout cas, si j'avais un vœu à formuler dans une soirée comme celle-là, c'est que de nous appeler tous collectivement à justement dépasser cet antagonisme, en disant oui, il a tort, il a raison, il y a les gentils et les méchants. Ben non, le monde est plus complexe que ça, la réalité est plus complexe, et c'est à nous, et public et journalistes, d'aller montrer la complexité de ce monde. Je vais un peu du côté de la morale, mais quand même, aujourd'hui, dites-moi les sujets qui nous prennent à cœur, qui ne soient pas immédiatement transformés en sujets d'affrontement immédiat et irréconciliables. Il n'y a pas que les gauches qui sont irréconciliables. On a l'impression qu'on est dans une société, je revenais sur ma phrase d'Orwell, si on n'est plus d'accord pour dire que 2 et 2 font 4, c'est foutu. C'est foutu. Si on dit, Orwell dit 9 et 2, non, ça fait 5, comment je peux dialoguer avec c'est Brigitte Macron, c'est tout ça. Comment on fait pour dialoguer? Donc, oui, bonsoir. Moi, je tire un peu la conclusion de ce discours que vous tenez sur l'information. Je retiens plutôt les mots désordre informationnel, choc des opinions, à travers les exemples que vous avez donnés,
et qui sont assez effrayants parce que on ne sait plus très bien aujourd'hui comment définir le mot vérité. Comment on définit la réalité des faits? Est-ce que la réalité des faits, ça veut dire tendre vers une vérité ou plusieurs vérités? En tous les cas, aujourd'hui, ces deux définitions-là, si on ne s'y intéresse pas, contribuent à nous enfermer dans ce désordre informationnel dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, ce désordre informationnel, ce désordre des opinions dans un pays démocratique où on est en mesure de s'exprimer librement, moi, me conduit à vous poser la question de l'éducation aux médias et à l'information. Vous m'entendez là ou pas? À l'éducation aux médias et à l'information. Comment aujourd'hui, depuis 20 ans, vous avez beaucoup, vous êtes un homme de conviction et vous avez œuvré beaucoup pour mettre en avant la nécessité d'une démarche éducative au regard des médias et de l'information. Aujourd'hui, plus que jamais, cette éducation, cette démarche est essentielle, aussi bien pour des jeunes que pour des adultes que nous sommes, vieillissants, parce que souvent, il se trouve que les adultes font plus de bêtises dans les réseaux sociaux que des personnes plus jeunes. Mais comment aujourd'hui, quelles conclusions tirez-vous aujourd'hui de ces dernières 20 années où on se bagarre les uns et les autres? Moi, j'y ai participé un peu, sur la nécessité de convaincre nos responsables politiques, les élus locaux, quels qu'ils soient, en métropole, au-delà de la masse liquide, dans les territoires de la République française et ailleurs, en Afrique. Comment aujourd'hui, quel bilan vous tirez de l'éducation, de la façon dont aujourd'hui on doit développer cette éducation qui semble tellement essentielle dans ce désordre que vous nous décrivez? Pardon d'avoir été un peu longue. Pas du tout. Je rappelle qu'il y a une façon très simple de parler dans le micro, c'est de le poser sur le menton. Et à partir de là, le son sera bon. Donc pensez-y pour la prochaine fois. Merci. Alors, d'abord, merci d'utiliser la notion de réalité des faits, parce que c'est la question de la vérité qui sera le prochain sujet de nos assises. On sait bien que philosophiquement, il n'y a pas, c'est très compliqué, il n'y a pas de vérité, etc. Mais par contre, d'aller essayer de chercher au plus près la réalité des faits, ça me paraît extrêmement important si on veut pouvoir après progresser dans un dialogue collectif. L'éducation aux médias, je partage tout à fait ce que vous avez dit, c'est pour ma part central, c'est pas une solution miracle parce que c'est long, parce que c'est lent, comme toute la question de l'éducation, mais c'est une question absolument principale. Et si l'éducation nationale, depuis plus de 20 ans, fait un travail considérable, quand même, il y a aujourd'hui, dans presque toutes les écoles, des programmes d'éducation aux médias. Il y a la semaine de la presse à l'école, que vous avez peut-être vu apparaître, qui est généralement au mois de mars. Il y a une mobilisation des journaux autour de ça. Il y a beaucoup d'associations qui se sont créées autour de ça. Il y a le ministère de la Culture a engagé quand même beaucoup de crédits aussi autour de ces actions d'éducation aux médias. Et ça me paraît absolument nécessaire. Mais je trouve qu'on se décharge en France toujours, en tout cas, sur l'école pour régler tous les problèmes de société, sur l'éducation sexuelle, sur l'éducation, les incivilités, etc. C'est l'école qui est chargée de régler tout ça. Mais ça concerne aussi, me semble-t-il, les familles. Et ça concerne surtout tous les âges. Nous, on a un slogan à Journée sur citoyenneté, c'est l'éducation aux médias, l'EMI, tout au long de la vie. Puisque on relaie autant de bêtises à 77 ans qu'à 7 ans. Enfin, il faut être tout à fait clair là-dessus. Et c'est pas, tout d'un coup, c'est pas comme la philo au bac et après le bac, il n'y a plus besoin d'éducation aux médias parce qu'on saurait quoi faire. Non, c'est documenté maintenant. À tout âge, on est un propagateur auprès de sa communauté de fausses nouvelles, aussi sûrement à 50 ans qu'à 70 ou qu'à 7 ans. Donc il faut qu'on intervienne aussi, je pense. C'est pour ça que, pour moi, l'intérêt d'une invitation comme celle que vous avez bien voulu
formuler, c'est de populariser cette parole, de dire engagez-vous les uns et les autres autour de l'éducation aux médias, parce que si on considère que l'information de qualité est un bien commun important, un bien commun ô combien fragile, mais ô combien important pour la démocratie, parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous infliger, mais j'ai vu hier un petit texte de Hannah Arendt, je crois que ça fait toujours chic de citer Hannah Arendt, mais sur l'impossibilité de la démocratie sans information de qualité. Je crois que c'est central quand même. Donc c'est un bien commun, c'est une expression à la mode, le bien commun, mais je pense qu'une information de qualité, c'est un bien commun qui devrait tous nous attacher. Et ça suppose déjà des réflexes très simples, mais je suis encore très frappé de voir, et moi j'ai pu être sensible à ça au début, maintenant je suis très vigilant, que quand un coup vous avez sur votre communauté, votre smartphone, puisque notre relais au monde c'est ça, une information transgressive, une information qui étonne, c'est donc celle-là qui est évidemment la plus vue, la plus regardée, bien plus qu'une information du train qui arrive à l'heure, et on la relaie auprès de sa communauté. Et donc on devient les propagateurs de cette désinformation et ces fake news. Et donc il y a toujours quelques réflexes à avoir, ce temps de pause pour dire « Attends, d'où vient cette information? Pourquoi elle est à ce point spectaculaire? Est-ce que je peux la croiser ?» Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui sont à votre disposition. Et ça, je pourrais vous donner des adresses de tout un tas de sites qui vous aident à décrypter au plus vite les mauvaises informations, mais il y a aussi des lieux pour ça, et je pense que l'éducation populaire, qui a été quand même porteur de tout un tas de progrès sociaux, mais dont on parle moins aujourd'hui, mais dans les MJC, là où vivent les adultes, dans les centres sociaux, il faudrait qu'on ait des programmes d'éducation aux médias, et dans l'EMI tout au long de la vie, je pense aussi aux médiathèques et aux bibliothèques, puisque vous parliez du ministère de la Culture, il y a 18 000 médiathèques et bibliothèques en France. Ce sont des lieux idéaux pour prendre contact avec la lecture, le livre, la presse, etc. Et c'est là aussi qu'il faudrait développer une information, une formation à l'esprit critique, à l'éducation aux médias et à l'information, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y parviendra. C'est pas par là. Il y a la question de la loi. Évidemment, la loi de 1881 en France, on n'a pas trop parlé de ça, mais fixe des lignes jaunes à l'information sur les questions de racisme, sur les questions de mensonges, etc. Mais elle est en but aujourd'hui à un autre débat qui est un débat très anglo-saxon dont on n'a pas parlé, mais dont je vois les ravages commencer à se propager. C'est ce qu'on appelle le free speech américain, c'est-à-dire le droit constitutionnel américain de tout peut se dire, tout peut être dit. Parce que sans ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et vous avez le corollaire quasi immédiat du free speech, c'est on ne peut plus rien dire. Combien de fois j'ai entendu sur ces médias que j'ai évoqués, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus, et donc je peux proférer les plus invraisemblables mensonges, et si on me contredit, c'est ah bon, on ne peut plus rien dire. Il y a les bien-pensants qui ne veulent que, il y a les bien-pensants qui m'obligent à penser que. Donc c'est compliqué, la question de même la liberté d'expression est mise en débat, parce que en France elle est encadrée, et je pense que c'est une bonne chose, par cette fameuse loi, qui est une loi à la fois très protectrice de la liberté d'information, mais qui met des garde-fous aux mensonges, à la désinformation, ou à l'atteinte à la dignité aux personnes, au racisme, etc. Et il y a tout un courant qui voudrait qu'il n'y ait plus aucune règle dans la désinformation ou dans la liberté d'expression, en disant ma liberté de citoyen, c'est le droit de tout dire à tout moment sur les réseaux, et comme j'ai la capacité maintenant de m'adresser au monde entier via mon smartphone, eh bien je ne vais pas m'en priver. Donc l'éducation aux médias et à l'information, je pense qu'il ne faut pas seulement se décharger sur l'éducation nationale pour le faire, mais il faut que nous tous, vous tous, soyez des relais de cela, parce que, encore une fois, comme dans plein de sujets de société, il n'y a que par l'éducation, me semble-t-il, qu'on arrive à progresser, à trouver des chemins de sortie. Bonsoir. Alors, je vais essayer de parler dans le micro. Je vais faire court, puisque l'esprit critique va se nourrir effectivement de faits. En 88, j'étais en droit et mon professeur de relations internationales me disait déjà à l'époque, par rapport justement aux informations et aux médias,
tu vas simplement acheter en kiosque 7 journaux complètement différents, de bords différents, tu les lis, tu fais une synthèse et tu te fais ta propre opinion. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? Alors, on avait posé la question sur tout ce qui était médias vidéo, ils nous avaient dit c'est pas la peine, vous lâchez les chaînes, ça marche pas. Et aujourd'hui, vous, est-ce que vous pouvez nous présenter simplement quelques médias, 7 ou plus, ou moins, sur lesquels on pourrait effectivement lire et synthétiser et se faire nous-mêmes une opinion plus sûre? Voilà, non, je crois que je ne vais pas prendre le risque de répondre à votre question parce que je serais... Voilà, vous pourriez à juste titre me dire, mais de quel droit il conseille tel journal plutôt que tel autre, ou tel média plutôt que tel autre. Je me suis permis de citer un ou deux médias dont je pense qu'ils font un travail de désinformation, oui, parce que je le pense profondément, mais l'exemple que vous citiez de dire, on va, dans une presse française qui est essentiellement une presse d'opinion, on va se faire son opinion en croisant ces regards-là, ça me paraît toujours être une démarche ô combien prometteuse, enfin nécessaire, mais peut-être que la difficulté vient aussi d'un autre phénomène qu'on n'a pas évoqué. J'ai employé le mot de l'info-anxiété, et un autre mot qui est en débat depuis plusieurs années, qui est celui de l'infobésité. Alors le terme vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il dit quand même quelque chose, c'est que France Info, on avait même fait son slogan, trop d'infos tue l'info. On est tellement noyé, comparé à ce que votre exemple du temps béni où il y avait un kiosque avec 10 titres et 3 chaînes de télé et 20, on pouvait assez facilement se livrer à l'exercice. Quand vous êtes noyé seconde après seconde par des milliards d'informations qui, avec des pushs, des alertes, et qui créent chez nous tous, enfin moi le premier, une addiction. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un truc que vous n'oublierez jamais, c'est votre smartphone, c'est plus que les clés de l'entrée de votre domicile. Parce qu'on on a cette addiction de lien au monde. Je crains qu'il y ait effectivement un aspect d'infobésité et la question du journalisme. Moi, c'est mon credo, évidemment, vous ne serez pas étonné que je défende ça. Je pense que le meilleur bouclier démocratique, c'est un terme qui a été utilisé au niveau européen que je trouve plutôt pas mal. Je trouve que le meilleur bouclier démocratique, c'est le journalisme. Donc, faites confiance, je m'en tirerai un peu comme ça, mais faites confiance à des médias qui emploient des journalistes et, si possible aussi, des grandes rédactions aussi. Je pense que collectivement, le journaliste, c'est un métier individuel qui se fait en collectif, parce que c'est une occasion de croiser les informations. Mais je crois beaucoup au fait qu'une info certifiée qui est passée par les journalistes, c'est un gage de qualité dans un univers où le premier influenceur venu peut faire du placement de produits, avoir des millions de followers, et que le public ne sache plus différencier ce qui vient d'une information traitée par une rédaction et un journaliste de quelqu'un qui émet ses opinions, et c'est son droit le plus strict, mais qui a les mêmes audiences sur sa chaîne YouTube ou sur Twitch ou TikTok, où je vais vous épargner toute la liste des canaux qui sont utilisables aujourd'hui. Mais je ne vois pas d'autre réponse qu'aujourd'hui, en dehors de l'éducation aux médias, j'y reviens évidemment, mais que faites confiance paradoxalement, malgré toutes les critiques qui sont justifiées et justifiables sur le journalisme, à des médias qui emploient les journalistes. Il y a une petite anecdote dont on va parler, je pense, un peu plus dans le débat, mais sur les municipales, par exemple. Avec l'intelligence artificielle, apparaissent des titres qui n'existaient pas il y a encore un an. Il y en a un qui est devenu un peu plus emblématique, qui s'appelle Varactu, je crois, et donc qui sont officiellement des journaux qui emploient les journalistes. Alors, en l'occurrence, celui-là en emploie un, et on s'est rendu compte, parce que la concurrence locale s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce journal que le journaliste en question était capable de produire de 20 à 30 articles par jour, ce qui est une très bonne rentabilité. Et donc, sauf que ces journaux sont uniquement fabriqués par l'IA, et il y en a maintenant plusieurs qui sont identifiés, et qui captent la valeur, parce que c'est bien ça dans ces livres, pas seulement la valeur économique, mais aussi la valeur éditoriale, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de tout le travail fait par des vrais journalistes
localement pour les réécrire via l'intelligence artificielle et produire des journaux qui vont capter la valeur économique, là cette fois, c'est-à-dire de la publicité ou de l'argent reversé par les plateformes au nombre de vues. Et là, on va traiter ces sujets-là, mais sur les municipales, vous avez eu l'apparition d'un certain nombre de titres comme ça qui sont des purs produits de l'intelligence artificielle. Enfin, derrière, il y a des gens, je vous rassure, qui savent ce qu'ils font, mais c'est un sujet qui doit nous interpeller, comme doit nous interpeller un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais je voudrais au moins que le mot soit évoqué ce soir, parce qu'on ne peut pas avoir de naïveté face à ça. Il y a la guerre informationnelle. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de naïveté sur ce sujet. Les ingérences étrangères, etc. Sur toutes les grandes élections maintenant occidentales, en tout cas européennes, vous avez aujourd'hui ça fait partie de cette fameuse guerre hybride des officines russes ou autres qui, sans arrêt, contribuent à alimenter en désinformation l'opinion publique. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Si vous prenez le sujet évoqué tout à l'heure de Brigitte Macron, vous voyez que ces sujets-là sont remis sur le tapis par des officines qui savent que ça trouble l'opinion et que ça... c'est un exemple assez atypique, mais on a pu avoir la preuve, et ça a été documenté par et des journalistes et des enquêteurs, que la question des punaises de lit, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a une période, la France, tout d'un coup, pendant 3 semaines, n'avait qu'un seul et unique sujet, c'était qu'elle était pleine de punaises de lit. J'avoue que ce sujet n'avait pas paru absolument, voilà, mais breaking news sur tous les télés, 24 heures sur 24, les punaises de lit. On a découvert que c'était alimenté par les officines russes qui, avant les Jeux Olympiques à Paris, considéraient que c'était un moyen d'aller mettre le discrédit sur l'accueil, la capacité d'accueil. C'est une machine qui a été complètement fabriquée et dans laquelle les médias, nous sommes tout le monde engouffré. Enfin, combien il y a eu de reportages sur ces fameuses punaises de lit qui tout d'un coup ont disparu du paysage. Je pense qu'elles sont toujours là, les punaises, mais le sujet n'est plus au cœur de l'actualité. Donc il y a aussi ces engouements ces engouements médiatiques dont il faut se méfier, parce que tout d'un coup, pendant 4 jours, 5 jours, tout le monde mâche le même chewing-gum, puis après, une fois que le chewing-gum est machin, on passe à un autre, et ensuite à un autre. Je pense qu'il faut vous méfier, et il faut nous méfier de ces emballements médiatiques.